Ok, rejoignez-moi près du feu et installez-vous bien. J'ai une histoire à vous raconter. Et pour ce faire, je vais le faire en deux temps. D'abord en vous présentant partiellement les événements qui m'est arrivé de rencontrer dans un petit jeu, puis en vous donnant la clé pour comprendre son histoire. Je vous invite à me suivre dans un coin internet qui a grandement occupé mes dernières semaines et qui, j'avoue, me laisse encore perplexe. Bienvenue dans A Dark Room. Ça va être la totalité de notre terrain de jeu pendant cette vidéo, donc je vous invite à vous y habituer, car on va y passer du temps. Je me permets de remettre un peu les choses dans le contexte. Avant de venir ici, j'ai fait quelques recherches sur le jeu et j'étais assez surpris d'entendre que la plupart des gens s'étaient aventurés ici comme moi, décrivaient ce jeu comme un chef-d'œuvre et a marqué pour toujours leur expérience de joueur. Maintenant que j'ai fini, je les comprends en plus, mais il est compliqué de se l'imaginer une fois arrivé dans cette page blanche, terriblement vide. A Dark Room est un idle game, très minimaliste, qui semble avoir comme but premier de vous laisser faire tourner le jeu de son côté, revenir toutes les X minutes pour cliquer sur un bouton et faire autre chose à côté. C'est quoi ce jeu? Il est temps de vous l'expliquer. On retourne dans notre petite pièce et on clique sur allumer le feu, vu que c'est la seule chose à faire. Si on regarde au coin gauche de la fenêtre, on remarque quelques lignes de texte très simples qui décrivent la situation. Le feu brûle. Ok. D'ailleurs, c'est ici qu'on va avoir notre premier élément narratif. Quelqu'un entre dans la pièce et s'effondre. Et après un temps, on nous informe qu'elle peut construire des choses. Ok, bon. Entre-temps, on nous a ouvert un nouvel espace, la forêt silencieuse. Là-bas, on peut ramasser du bois. Et c'est ici qu'on entre dans le cœur de ce que va être le jeu, un chiffre devant un petit mot. S'il vous plaît, ne vous enfuyez pas tout de suite. L'étrangère, qui est maintenant qualifiée d'ouvrière, n'a visiblement pas menti et nous propose de construire des pièges et une charrette. Je choisis la charrette et il me faut 30 bois. Donc je collecte, j'attends. La charrette me permet finalement de amener plus de bois. J'optimise ma collecte, j'ai plus de bois. Et bah c'est parti. Cliquons. Ok, donc très vite on va débloquer des cabanes qui vont se placer dans la forêt silencieuse et la transformer en une cabane solitaire, puis un petit village, etc. Et donc dans ce petit monde, les gens ont commencé à attendre qu'un petit village se crée, et rapidement on n'est plus 2 mais 9 dans ce village. Les villageois ramassent plus de bois, ce qui permet de construire plus de cabanes, ce qui amène plus de villageois. Lentement, quelque chose se crée. On a une petite machine qui commence à marcher plutôt bien. Les chiffres augmentent de plus en plus au service du village, tandis que nous, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur des petits boutons. Et c'est très satisfaisant de voir cette petite fenêtre blanche, sans âme, se transformer petit à petit en véritable lieu de vie actif, faisant grimper les chiffres dans le coin droit de l'écran. Les villageois vont se spécialiser, certains en chasseurs, d'autres en bouchers, d'autres en tanneurs, ce qui va développer les villages, le diversifier. Ok, c'est pas mal. On a un village, une vingtaine d'habitants et ça tourne bien. Et c'est justement quand on commence à s'habituer à cette routine, à ce cliqueur minimaliste, que le jeu va introduire un nouvel endroit, le chemin poussiéreux. On le débloque au bout de 20 minutes, généralement, après avoir acheté la boussole, sans aucune mise en garde de la part du jeu, qui d'ailleurs vous laisse faire ce que vous voulez, et vous permet de n'acheter la boussole que bien plus tard. Le jeu est patient, il attendra. Ici, on peut mettre des ressources, et j'avoue que je comprends pas trop à première vue, c'est un peu bizarre. Donc je me contente de cliquer sur la seule option que le jeu me donne, cliquer sur partir. Faites vos bagages, on est parti. Bienvenue dans le monde extérieur. Oui, c'est un jeu d'exploration.
Ouah, et qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je contrôle soudainement un petit personnage? Pourquoi le jeu est soudainement devenu un jeu de survie? Je vous explique. Je vous ai menti, ce n'est pas juste un idle game, car une énorme partie de ce que va être le jeu va se passer ici. On est ce petit truc, et on avance avec les flèches directionnelles pour révéler la map un peu plus à chaque pas. Et c'est bizarre dans un idle game d'avoir soudainement une partie d'exploration, de sortir complètement de ce qu'on nous a habitués. Et en tout cas pour moi ça a marché, ça m'a surpris. Ce monde est hostile, et donc on va souvent se faire attaquer par des trucs sobrement symbolisés par des lettres. C'est galère au début. La map présente plusieurs points d'intérêt, représentés par des lettres. Les H, c'est des bâtiments abandonnés, les V des grottes, très émettent des créatures, les C des mines, les O des villes. Libérer certains endroits permet de créer des nouveaux métiers, comme mineur de charbon ou de fer, ce qui permet de créer d'autres objets, d'autres armes, pour être plus puissant et progresser en la carte. Ce sera facilité par les avant-postes, des endroits libérés devenus sûrs, eux symbolisés par des petits P. Ces quelques lieux vont constituer notre but pendant ce petit voyage, que le jeu va prendre soin de nous décrire, toujours avec ces petits textes à gauche de l'écran. Du coup, on progresse, de plus en plus loin du village, dans l'inconnu. Ok. Bon. À partir de là, je vais aller un peu plus vite. Parce que va falloir que je vous parle d'un truc bientôt. Parce que l'intrigue s'impose d'elle-même. Et je ne peux pas vous la cacher plus longtemps. Donc on libère, cité après cité. Les villageois fournissent de plus en plus de ressources. Très vite, on a du fer, puis de l'acier, des fusils, jusqu'à d'étranges armes à technologie laser surpuissantes. Les chiffres montent, et les ennemis tombent un par un, pour que le petit village existant autrefois devienne lentement un empire et remplisse toute la carte de petits P. Pour qu'au bout de quelques heures, c'est le petit idle game s'enchaîne lentement en un énorme jeu de cartes. Sauf qu'au milieu de tout ça, on tombe sur ça. La première fois que je suis tombé dessus, je me suis dit ok, très bien, bah merci, au revoir. J'ai pas réfléchi plus loin, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai fini le jeu sans comprendre grand chose. En vérité, ce petit texte signifie beaucoup plus que ce qu'il ne semble dire, et annonce la fin de cette première partie, la fin du jeu également. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on a maintenant débloqué un nouvel espace, un ancien vaisseau spatial. On peut renforcer les boucliers ou améliorer le moteur avec de l'alliage extraterrestre. Je vous laisse sur la partie finale de ce petit jeu, avant de revenir à vous et de tout vous expliquer. La raison pour laquelle je vous parle de ce jeu, c'est pas juste parce que c'est un idle game sympa ou un side game de base, mais parce qu'il a justement été créé pour vous faire croire qu'il est un idle game sympa, un side game de base. L'histoire que raconte A Dark Room est bien plus triste qu'elle ne paraît,
bien plus sombre. Je vous propose de revenir sur ce que je vous ai raconté en vous présentant une autre histoire. Et si je vous disais qu'on était un extraterrestre? Si je vous disais que le monde dans lequel on s'agite depuis le début de la vidéo est un monde post-apocalyptique et que le personnage qu'on contrôle n'est pas tout à fait celui qu'on pense. Ok. A Dark Room est un jeu de post-apo où on contrôle un colonisateur extraterrestre. Voilà. Laissez-moi vous présenter à nouveau cette petite fable pessimiste. Le jeu a été créé par Michael Townsend, un développeur indépendant qui, dans le début des années 2010, jouait à Candy Box. Un jeu qui se présente comme un idle game minimaliste qui consiste à fabriquer un maximum de bonbons en vous donnant le choix entre les manger ou les jeter par terre. Pour finalement dégénérer très vite en RPG d'aventure absurde. Bref, c'est sympa, d'autant plus que c'est un jeu qui va marquer un nouveau début dans le jeu vidéo, en influençant par exemple Universal Paperclips, que vous connaissez probablement. Et ça, Michael, il va pas passer à côté, et en jouant à Candy Box, il se dit que c'est super, sauf qu'il va rendre ça un peu plus sombre. Faut savoir qu'il est un assez grand fan d'un auteur qui s'appelle Cormac McCarthy, qui a notamment écrit No Country for Old Men, Blood Meridian, mais surtout The Road, qui est l'œuvre qui va nous intéresser aujourd'hui. Et ce qui va vraiment démarquer ce livre, c'est son minimalisme. Ses phrases courtes, directes, froides. Ça vous rappelle rien? Ok, donc c'est la première chose que Michael va faire, il va emprunter ça et écrire des petites phrases courtes, directes, froides, et il va en faire l'emblème de son jeu, A Dark Room. Il dira plus tard: je voulais voir si je pouvais marier la mécanique en expansion de Candy Box avec une narration en expansion qui éveillerait la curiosité ainsi que le désir primitif de chiffres toujours plus grands. Donc il va créer l'environnement de base, le rendre le plus simple possible pour que quand on arrive, on se dise c'est quoi cette blague, et qu'on soit persuadé d'être tombé soit sur un prank, soit sur un essai étudiant sans grand intérêt. Mais malgré tout ça, on est curieux, on clique, et on se dit tiens, c'est bizarre, ce texte à gauche de l'écran, le jeu nous raconte une histoire. Puis d'autres boutons apparaissent, puis d'autres, et encore d'autres, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est devenu un idle game, un jeu de gestion. On s'embarque, on fait les choses à côté, et on revient des fois pour cliquer, c'est rigolo. Et surtout, c'est satisfaisant. Donc c'est un idle game. Ok, mais depuis le début, il y a des trucs bizarres. Pourquoi est-ce que aléatoirement j'ai un texte qui me dit que j'entends des grattements? Pourquoi les interactions venant d'en dehors du village se font avec des gens visiblement très mal en point? Pourquoi ce jeu ne arrête pas de me rappeler qu'il y a un truc qui va pas? Et ça, Michael, il le savait, et il a justement fait en sorte d'éparpiller des indices bizarres un peu partout pour qu'on commence de plus en plus à douter de la nature du jeu. Et il y a un truc qui va revenir plus que les autres, c'est l'emploi du mot vagabond, ou wanderer en anglais, pour désigner certains personnages qui vont particulièrement nous aider au cours de l'aventure. Ça semble pas être grand chose comme ça, mais je vous assure que si, donc gardez ça en tête. Puis, c'est quand on commence à se dire que bon, c'est peut-être juste un idle game un peu spécial qui veut donner une ambiance particulière. Rien de plus que le jeu vient confirmer tous nos soupçons en nous présentant un jeu totalement différent. Alors qu'on venait juste d'acheter une boussole, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce jeu refuse de se faire classer dans une catégorie? Et en fait, cet instant, ça dit pas juste c'est devenu un jeu d'aventure, ça vient aussi confirmer qu'on existe en tant que personnage. Parce que dans la plupart des jeux de gestion, nous, on n'existe que en tant que joueur, en vérité, mais pas là. Pourquoi? La réponse est probablement juste que le jeu nous dit une bonne fois pour toutes que c'est pas juste un idle game, pas juste un jeu de gestion, ni même d'exploration, mais autre chose.
Et c'est en découvrant le monde qu'on se rend compte que c'est mort. Tout est sec, détruit, la civilisation semble inexistante, et les seules interactions que j'ai sont violentes. Et ça nous amène finalement au premier point d'intérêt, un H. Et écoutez bien la suite. On va entrer dans une maison en ruine et tuer un homme frêle pour ses ressources. En fait, je dis ça comme si c'était une action du joueur, mais en vérité non, on n'a pas vraiment le choix. Le personnage tue cet homme de façon cruelle. Et c'est peut-être ici que le joueur commence à se questionner sur le protagoniste et à se dire bah je suis pas d'accord. Mais on continue. Et ce pressentiment devient très vite omniprésent. Est-ce que c'est décent de ma part d'employer des centaines de villageois pour qu'ils travaillent pour moi et uniquement pour moi pour que je puisse aller me battre dehors? Est-ce que c'est normal d'aller dans les dernières cités plus ou moins debout, de prendre leurs dernières ressources et tuer tout le monde? Parce que oui, notre personnage ne va pas s'arrêter là et se dirige vers les villes. Et quand je parlais de libérer des cités, on transforme ces hauts en paix, non pas en libérant les villageois de forces malveillantes, mais en pillant et tuant tout sur notre passage afin de créer une base pour nous. Mais pourquoi? Il y a encore quelques heures, je me contentais de gérer les ressources de bois, en venant de temps en temps pour cliquer sur attiser le feu. Et maintenant, je suis devant mon écran, dans un jeu de combat, à jouer le conquérant monstrueux. Et pendant qu'on joue, on réfléchit et on se dit ok, je vais de cité en cité, je tue tout le monde pour mon propre bénéfice. Est-ce que c'est normal? Sauf que peu importe, on continue. Et les petits textes froids et neutres décrivent ces scènes de plus en plus horribles, de sorte à ce que l'horreur de nos actions ne se voit pas tout de suite. Donc voilà, on conquiert, encore et encore, en se demandant à quoi on est en train de jouer. Et une question évidente commence lentement à se former. Qui sommes-nous? L'hypothèse de « on est humain » devient de plus en plus improbable. Déjà parce qu'on attaque tout le monde et que tout le monde nous attaque. Et aussi parce qu'on manipule visiblement une substance nommée alliage extraterrestre. Mais surtout parce que le jeu désigne tous nos ennemis par le nom indigène et nous, ainsi que nos alliés par le nom vagabond ou rôdeur, réunis dans un seul mot en anglais, Wanderer. Oui, c'est le plus gros indice que le développeur a laissé et je vous accorde que c'est pas grand chose. Mais ma conclusion est vraie, je vous l'assure. Bon, dans tous les cas, vous le savez déjà. Mais quand on arrive finalement devant ce vaisseau et qu'on voit qu'il appartient à ces Wanderers, qu'on se rappelle qu'on a croisé d'autres de ces Wanderers qui nous ont traités comme des alliés, comme des amis, que tous les villageois d'ailleurs s'appellent ainsi aussi, il y a des chances que vous ayez compris. Ou pas, en vérité, je sais pas si le jeu est assez clair là-dessus. Bref, c'est au paroxysme de notre technologie, avec des armes de l'autre monde, ayant maintenant compris à peu près cette étrange intrigue, que Michael va nous dire une dernière fois, et une bonne fois pour toutes, que c'est pas n'importe quel jeu. Jusqu'ici, vous avez progressé, pour être le plus fort possible, le plus efficace possible, comme dans n'importe quel jeu de ce type, et vous savez quoi? On n'en a rien à faire, c'est pas important. Tout ce que vous avez fait jusqu'ici, c'était pour servir l'histoire, et aider le protagoniste, qui n'a pas du tout envie de prospérer ici, mais de partir, laissant une planète morte derrière lui, parce que finalement il est un wanderer, un vagabond, un nomade, et va de planète en planète, en les détruisant dès qu'il n'y a plus rien à gagner. Et donc on s'en va, maintenant contrôlant un petit vaisseau spatial, en évitant les astéroïdes.
en laissant tout derrière nous. On n'est pas entièrement sûr de ce qui s'est passé et encore moins sûr de ce qui va arriver. On sait juste que rien de bien n'est à venir, probablement. Et nous, joueurs, on a été totalement impuissants devant un jeu qui nous a manipulés pendant ces quelques heures. L'histoire de notre petit personnage est en partie laissée à interprétation. Et on finit dans le flou, mais moi j'ai un peu triché, j'ai fait mes recherches, et donc je peux vous raconter l'histoire de ce petit extraterrestre qui viendra conclure la vidéo. Avant ça, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller checker le peu que Michael et Amir Rajan, le développeur du jeu sur mobile et iOS, ont dit du jeu. C'est un peu galère de trouver des infos, mais ils ont tous les deux leur vision du jeu, et je n'ai pas tout couvert, donc pour se créer sa propre interprétation, c'est cool. C'est un jeu qui se vit et se comprend différemment selon chacun. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences et vos idées dans les différents forums consacrés à ça. Retour à notre petit univers. Voilà notre histoire. On est donc un rôdeur, en français, que je préfère appeler ici Wanderer. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on était encore entouré de ces fameux Wanderers dans une flotte spatiale à la recherche d'une planète habitable. Parce que ces extraterrestres, c'est une race de colonisateurs, de nomades qui ont passé leur existence à aller de planète en planète pour survivre. Bien que ce soit dans l'égoïsme de leur propre survie et aux dépens d'autres espèces. Sauf qu'au bout d'un moment, ça fait longtemps qu'ils ne trouvent plus de planète habitable et ils sont affaiblis mais finissent tout de même par se lancer dans un dernier espoir à la conquête d'une planète appelée la Terre. Nous, on est envoyés comme éclaireurs, mais on se crache. La flotte décide probablement d'attaquer sans nouvelles et s'ensuit une guerre destructrice qui sera finalement perdue par les deux camps, marquant la quasi-extinction des deux espèces. Pendant ce temps, nous on essaye tant bien que mal de survivre, mais on vivra un deuxième crash en essayant de quitter la planète, qui nous fera finalement perdre la mémoire pour se réveiller dans une pièce sombre et avancer dans un monde en se rappelant lentement qu'on est un colonisateur extraterrestre venu dévaster une planète en réunissant les quelques survivants de notre espèce et trouver le moyen de s'échapper en éradiquant le plus d'humains possible au passage, puis partir, peut-être dans le but de nouvelles conquêtes, nouvelles tristes conquêtes. Bloqué dans une boucle pessimiste, car même la perte de mémoire n'a pas réussi à nous faire changer. On reste à jamais dans une pièce sombre. Maintenant, je connais une autre espèce qui commence petit à petit à se rendre compte que son habitat naturel est en train de mourir, qui se demande combien de temps il lui reste et qui elle par contre est au paroxysme du progrès et qui commence lentement à se tourner vers une petite planète voisine qui dans quelques centaines d'années peut-être verra débarquer des extraterrestres avec des machines dans notre monde, bien décidés cette fois-ci à façonner ce monde à leur image. Ces mêmes extraterrestres qui viennent de laisser derrière eux une planète morte, bien conscients de leur erreur, bien conscients qu'ils vont probablement la commettre à nouveau, sans en avoir rien à faire. Et je pense qu'à ce moment-là, il ne restera plus qu'à prier pour que notre petite planète voisine ne soit pas assassinée en circonstances semblables. Il ne reste plus qu'à prier pour que dans quelques dizaines de milliers d'années, on ne commence pas nous aussi à nous appeler Wanderers.